Expérientiel, des récits qui inspirent, des pionniers qui changent le monde. Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Je vous invite à vous installer dans un endroit confortable pour découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute. Le vivant est profondément enraciné dans notre histoire et à travers les générations, divers métiers et savoir-faire ont façonné l'identité unique de chaque région. Ces artisans, passionnés par leur travail, puisent leur inspiration dans le monde vivant et le reflètent à travers leur création, en entretenant des liens étroits avec la terre et la nature, tout en innovant avec des projets porteurs de sens. Lors de la fête de la ruralité à la foire de Brignoles, j'ai eu le privilège de rencontrer plusieurs de ces artisans passionnés qui tirent leur subsistance de leur métier. Nous allons découvrir quelques-uns d'entre eux, comme ceux qui pratiquent l'agroécologie, l'artisanat du bois et la construction écologique. Ces différents savoir-faire contribuent à enrichir la diversité culturelle de chaque territoire. Alors que certains ont disparu avec le temps et la modernisation, d'autres réapparaissent. Il est donc crucial de les préserver pour encourager une économie plus locale, plus saine et plus équitable. Bien, bonjour Julien. Bonjour. Tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais ? Oui, volontiers. Je m'appelle Julien Vert, je suis maraîcher bio au Val, formateur en agroécologie et consultant pour des projets de potager d'entreprise et de ferme maraîchère municipale. Alors c'est quoi l'agroécologie ? L'agroécologie, je dirais que c'est un terme un peu ambigu parce qu'évidemment quand Pierre Rabhi parle d'agroécologie et que la FNSEA parle d'agroécologie, on comprend bien qu'ils ne parlent pas de la même chose. Pour moi, c'est une forme d'agriculture qui soit compatible avec les limites planétaires, que ce soit en termes de dioxyde de carbone, changement climatique, mais aussi de cycle de l'azote, d'effondrement du vivant. Donc il faut trouver d'autres manières de produire qui soient davantage respectueuses de l'environnement. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu produis exactement ? Légumes, fruits ? Oui, moi j'ai donc un verger maraîcher, c'est-à-dire une association d'arbres fruitiers et de planches permanentes de maraîchage. Donc, voilà, pour tous les bénéfices mutuels entre les arbres et les cultures, c'est le principe même de l'agroforesterie. Et également un petit élevage de poules pondeuses, parce qu'il y a des synergies entre les poules et les cultures. Tu peux nous en dire un peu plus ? C'est quoi la synergie ? Déjà, les poules profitent de l'ombre des arbres, elles viennent pâturer, elles peuvent venir dans les planches de maraîchage après récolte. Et puis évidemment on met aussi les œufs dans les paniers, c'est un super produit complémentaire pour nos paniers de fruits et légumes bio. Donc plus ou moins il y a un écosystème, il y a un peu de circularité, c'est ça ? Évidemment, ouais, je pense qu'un des gros enjeux de la transition écologique c'est de fermer les boucles, d'avoir des cycles qui soient davantage équilibrés et un système qui soit davantage circulaire. Donc évidemment, oui, les poules vont recycler des légumes abîmés ou des résidus de culture avec lesquels elles vont se nourrir. Et leurs œufs sont un produit complémentaire pour nos paniers. Leur fiente, et donc le fumier qu'on récupère, sera aussi utilisé pour fertiliser notamment les arbres fruitiers. Donc oui, on essaye d'être sur une logique circulaire, tout à fait. Qui sont tes clients ? Alors moi, la totalité de la production de la ferme, elle est écoulée dans un rayon de 10 km autour du Val. Donc on fait essentiellement des paniers bio à la carte via une boutique en ligne. Et les gens viennent chercher leurs paniers à la ferme ou alors on les dépose à Brignoles. On sert aussi 2 restaurants gastronomiques du coin, à Brignoles et à La Selle. Et puis on travaille avec un magasin bio à Brignoles. Alors, les restaurants, parce que le thème du podcast, c'est quand même tout ce qui est lié au tourisme. Donc on va parler de restauration. Quelles sont les attentes justement des chefs aujourd'hui par rapport à ces produits ? Alors il y a de plus en plus de chefs qui jouent la carte du bio et du local, donc ils ont envie de travailler, même je dirais de discuter avec les producteurs. Moi j'ai eu vraiment le grand plaisir d'accueillir 2 fois Nicolas Pierantoni, le chef de l'abbaye de La Selle, sur notre ferme. Il est venu nous rencontrer, il est venu voir ce qu'on produisait, il est venu nous expliquer ce dont il avait besoin. Il est venu aussi s'inspirer de choses qu'on faisait et c'est dans ce dialogue-là qu'on a pu construire un vrai partenariat. Donc ils sont à la recherche de produits évidemment savoureux, de produits très frais. Nous on récolte le matin même de la livraison. Ils sont à la recherche aussi d'une certaine régularité. C'est des clients qui ont besoin qu'on soit présent. Donc c'est aussi un défi pour nous d'être là régulièrement et d'être en capacité de leur proposer des légumes. Pourquoi 2 restaurants ? Parce que c'est une limite liée à la production, liée au tarif ou un mélange des deux ? Comment ça se passe ? Ouais, je pense que c'est essentiellement lié effectivement à notre capacité de production. Nous, notre ferme maraîchère, elle est sur 1,5 hectare.
Alors, on ne fait pas que ça, on est aussi un organisme de formation professionnelle, on est aussi un bureau d'études pour créer des potagers d'entreprise et des fermes municipales. Donc il faut qu'on se garde du temps aussi au bureau, on ne peut pas être au champ tout le temps. Donc la ferme a été conçue aussi en fonction de ça. Et voilà, on fait 30 à 40 paniers semaine, on travaille avec 2 restos, plus un peu de magasins bio. Et ça écoule la totalité de notre production. Par rapport aux enjeux climatiques et les changements climatiques qu'on peut rencontrer aujourd'hui dans notre région, quels sont justement les enjeux pour l'agroécologie ? Alors nous, on ressent déjà bien les effets du changement climatique, que ce soit des périodes de sécheresse plus importantes, l'arrivée de périodes chaudes et sèches plus tôt dans la saison. On a aussi un problème qui est moins intuitif quand on parle de réchauffement climatique, c'est le problème du gel. C'est-à-dire qu'on a des hivers qui sont très doux, donc de la végétation qui repart très vite en sortie d'hiver. Et les petites gelées de fin mars, de début avril, se font sur une végétation qui est en plein débourrement, en pleine croissance, elles font très très mal. Donc ça, c'est des soucis qu'on a et qui sont de plus en plus prégnants. Pour les consommateurs, pour le citoyen lambda, comment il fait la différence entre un légume qui est acheté dans un supermarché et un légume qui a été produit justement avec l'agroécologie ? Ouais, c'est une bonne question parce qu'effectivement, il y a beaucoup de termes d'agriculture raisonnée, d'agriculture durable. Donc déjà, l'agriculture biologique, ça répond à un cahier des charges qui est public, qui est fixé par l'Union européenne et l'État. On est contrôlé par un organisme certificateur indépendant, une fois par an, plus un contrôle inopiné tous les 2 ans. Donc c'est un label qui offre une garantie forte aux consommateurs, le label bio. Et ensuite, je pense que la meilleure façon d'être sûr de ce qu'on achète, c'est d'aller acheter directement au producteur. Voilà, nous, notre ferme est ouverte, les gens peuvent venir voir. On fait d'ailleurs une journée porte ouverte le samedi 25 mai. On peut venir retirer son panier tous les jeudis à la ferme. Donc on est vraiment très, très transparent. Donc je pense qu'une des meilleures façons à la fois de soutenir l'économie locale, de savoir ce qu'on achète et puis d'avoir des produits locaux, de saison et de qualité, c'est d'aller acheter chez le producteur. Est-ce que c'est pas aussi l'opportunité de recréer du lien avec son territoire ? Ouais, bien sûr. Oui, bien sûr. Moi, je pense que nous, on est très contents depuis le début de ce projet, Potager et compagnie, ça fait 4 ans, très content du lien qu'on a tissé avec des consommateurs qui sont là depuis le début. Pour le coup, on essaye de contribuer aussi à l'animation au sein du village. On a organisé des ciné-débats, des journées portes ouvertes. On a offert un potager pour l'école communale pour que les enfants aussi puissent mettre les mains dans la terre. On essaye de développer aussi toutes sortes d'activités, de sensibilisation autour de l'agroécologie et de ce qu'on fait sur la ferme. Alors moi j'étais venu dans ta ferme il y a quelques années avec Imatera et avec Séverine et puis un groupe de dirigeants qu'on accompagnait à l'époque. Et j'avais bien aimé justement l'expérience de retrouver ce lien avec la terre et de recomprendre un peu comment ça fonctionne et de quelle manière la terre nous nourrit et qu'il est important de la préserver, quoi. Ah oui, tout à fait. Moi, je pense qu'on a tous besoin un peu d'atterrir. Et effectivement, l'agriculture et l'alimentation, à la fois c'est un besoin primaire évident, on mange tous 3 fois par jour. Et c'est un secteur dans lequel on peut à la fois réduire notre impact environnemental comme partout ailleurs, mais même avoir des pratiques qui sont régénératrices. Par exemple, sur notre ferme, en 3 ans, on a multiplié par 3 le taux de matière organique de nos sols. Ça veut dire qu'on stocke 100 tonnes de carbone à l'hectare. Si on généralisait ce genre de pratiques à l'échelle de l'agriculture française, on aurait une réponse majeure à la question du réchauffement climatique. D'accord. Merci beaucoup, Julien. Bonne continuation. À bientôt. Merci. Donc je suis Nicolas Plazanet, le chargé de mission de Forêt et Modèle de Provence, qui a été créé à l'initiative de la région à Provence-Alpes-Côte d'Azur et qui fait partie d'un réseau méditerranéen international des forêts modèles, puisqu'il y en a plusieurs dans le monde. C'est un réseau créé au Canada et par le Canada en 1992. Et donc la fête de la ruralité, on a participé à son organisation avec Claude Fussler en ajoutant justement la thématique forestière évidemment, mais surtout la thématique de l'artisanat du bois. Donc d'où les animations qu'on peut voir sur cet espace-là pendant les 3 derniers jours de la foire agricole de Brignoles, avec des tourneurs sur bois, des sculpteurs, des chantourneurs, beaucoup de disciplines, du coup valorisant les ressources locales. Alors tu peux nous dire quelle est la situation justement de l'artisanat du bois ? Est-ce que c'est en bonne santé ? Est-ce qu'il y a des difficultés ? Comment ça se passe ?
Il y a eu une évolution quand même de l'artisanat du bois, c'est-à-dire à la base, l'artisanat du bois, c'est usuel. Donc c'est quand même pour des choses, même au niveau du tournage, c'était pour des tringles de rideaux, pour tout ce qui faisait le quotidien. Et ensuite, avec l'avènement de certaines choses qui ont pris le pas, l'artisanat du bois est devenu purement artistique maintenant. Donc il y a eu quand même un glissement, même si les bénisteries existent encore, beaucoup moins qu'avant, quand les bénisteries d'art, on va dire. Donc ça se limite à de la restauration, mais la création de meubles, c'est de moins en moins souvent. Donc voilà, on a senti quand même un glissement, mais l'importance, à mon sens, de maintenir le savoir-faire local, qui peut être aussi une richesse pour le territoire, forcément. Tout à fait. Et comment on entretient justement ce savoir-faire pour qu'il ne se perde pas ? Parce que c'est un des risques, évidemment. Comment on fait ? Déjà en investissant sur la formation, forcément. Et c'est vrai que, par exemple, on prend l'exemple de la commune d'Eyguines. Donc ils avaient pendant longtemps des fabriques de tournage sur bois, sur des choses très usuelles. Les boules de pétanque, évidemment, c'est évocateur pour tout le monde, mais toutes les choses du quotidien. Et ensuite, quand la dernière fabrique a fermé dans les années 80, ils ont souhaité renouer avec les racines du passé et donc ouvrir un musée, investir envers les artisanats d'art en avantageant leur installation via des locaux et créer aussi une école de tournage sur bois. Ce qui a permis réellement de relancer le tournage sur bois en France. Puisque vraiment, maintenant, Eyguines est la capitale du tournage sur bois en France. Donc c'est aussi gage d'attractivité, puisque c'est vrai que au-delà de profiter de leur situation géographique au Verdon, ils profitent aussi, sur la base de leur passé, de valoriser ce qu'ils ont réussi à mettre en place et donc du coup d'en faire un présent et un futur. D'accord. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant, donc la formation évidemment, et après aussi les événements tels qu'aujourd'hui, ça permet de mettre en avant toutes ces ressources et tous ces artisans. Parce que à côté de ma table, il y a un tourneur. Ouais. Et ça attire les regards. Les gens viennent, ils sont émerveillés par ce qu'ils voient. Les enfants, ils regardent comme ils sont en train de découvrir quelque chose de nouveau, c'est fantastique, quoi. Et puis je parlais justement avec ce tourneur très sympathique et qui me disait, ces petites techniques, etc. Et puis cette relation avec le bois qui est assez profonde, quoi. Donc il y a plein de belles choses. Et puis c'est artistique, donc on stimule un peu l'aspect créatif, etc. C'est très sympa, non ? Oui, d'ailleurs, lui, il fait partie de l'école Escoulaine, donc de tournage sur bois à Eyguines. Et effectivement, être sur des événements comme ça peut aussi créer des vocations. Parce que en faire un pôle important à Eyguines, c'est-à-dire quand on va à Eyguines, effectivement, on ne peut pas passer à côté du tournage sur bois, et ça fait une attractivité touristique. D'accord. Mais c'est aller encore plus loin que d'aller à la rencontre des personnes du coup qui ne sont pas amenées à aller dans le Verdon ou à Eyguines, un peu de partout sur le territoire. Ça peut créer des vocations, réellement. Alors tu as parlé du tourisme. Justement, est-ce que ces métiers du bois, ces artisans, font partie de l'attractivité d'un territoire, mais aussi de la singularité du territoire ? La singularité du territoire, oui, par son histoire. D'ailleurs, le musée Frédéric Mistral à Arles, je crois que c'est le centenaire d'ailleurs cette année. Bien sûr que ça permet d'ailleurs de structurer. Le musée des arts et traditions populaires revient sur tout ce qui est l'histoire artisanale d'un territoire. Et ce qui est encore mieux, c'est quand le présent peut faire écho au patrimoine et à l'histoire. Donc du coup, on s'ancre dans le passé, mais aussi en faisant un présent et un facteur d'attractivité, en montrant le savoir-faire local et la tradition. La tradition de la sculpture ornementaliste provençale, donc tout ce qui est meubles provençaux avec les volutes, etc., qui fait partie de notre patrimoine culturel. Et c'est ce qui participe à l'attractivité d'un territoire, parce que c'est vrai que dans n'importe quel pays ou dans n'importe quelle région où on va,
on a envie de voir des facteurs identitaires forts et du coup des personnes qui peuvent transmettre ça. Et c'est très important, je trouve. Puis c'est l'opportunité aussi de se reconnecter à ses racines, à son histoire. Bien sûr. Et d'affirmer vraiment sa singularité. Et c'est vrai, tu as raison, hein, quand les gens voyagent, ils voyagent sur une destination, c'est pour découvrir l'identité de cette destination avec ces différents acteurs. C'est pas seulement faire du canoë-kayak ou quoi que ce soit, c'est beaucoup plus, c'est découvrir. Et puis, c'est inspiré aussi de nouvelles vocations. Je le vois, le tourneur là-bas qui commence son travail ce matin. Puis c'est beau à regarder aussi. Bien sûr, c'est beau et en fait, on éveille un peu tous les sens, puisqu'il y a l'odeur aussi, l'odeur du bois qui est particulier, la couleur du bois, puisque à l'odeur, par exemple, on prend le genévrier Cad, c'est un bois qui sent très bon, qui a une odeur envoûtante. C'est vrai qu'on le mettait traditionnellement dans le linge de maison pour faire fuir les mites. Parce que l'odeur, quand même, faisait fuir les mites. Donc voilà, il y a tout ça qui est intéressant. Et puis la couleur aussi. C'est vrai qu'on prend l'arbousier, c'était utilisé dans les ateliers de Nice en marqueterie, parce que la couleur de l'arbousier se rapprochait le plus de la couleur de notre peau. Donc pour représenter du coup un paysage avec effectivement des personnes, on utilisait l'arbousier en marqueterie. Et c'est vrai que le travail sur la couleur est aussi intéressant, puisque avec les bois locaux, on n'a pas besoin de prendre des bois exotiques pour avoir des couleurs absolument formidables. Il y a une complexité dans certains bois locaux qui est super intéressant et qui peuvent être recherchés aussi pour un usage de restauration ou de création d'art. Mais les ressources locales sont importantes en ça. Et puis en plus, dans le Var, on a quand même la chance d'avoir déjà un département très forestier, 68% de couverture forestière, et d'avoir surtout une diversité des essences forestières. Parce que effectivement, il y a certaines régions qui ont une certaine uniformité du peuplement. Nous, on va à la Sainte-Baume, à la Martre, ou dans l'Esterel ou les Morts, on voit des choses très différentes. Au lac de Saint-Cassien, par exemple, il y a le Quercus crenata qui est unique au monde, qui est une hybridation naturelle entre le chêne-liège et le chêne blanc. Donc voilà, il y a des choses quand même très diversifiées et on a une chance, du coup, sur ce territoire, d'avoir cet attrait forestier, ce paysage. Super. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour, je suis Caroline Bianco-Gazier, je suis consultante en éco-habitat et formatrice sur l'éco-construction, l'éco-rénovation et la préservation des ressources dans le Var. Alors c'est quoi l'éco-habitat ? Alors l'éco-habitat, c'est un habitat qui est plus respectueux de l'environnement et de ses occupants. C'est une approche qui est globale, autant sur l'utilisation des matériaux que la conception bioclimatique et l'énergie et la gestion de l'eau à l'intérieur. Et donc, d'où est venue cette idée ? Alors cette idée, elle revient de loin. À la base, moi je ne suis pas issue de ce secteur-là. Je me suis reconvertie par passion. Je suis tombée un peu par hasard dans l'habitat écologique au fil de mes recherches d'emploi, de mon ancienne vie de manager des risques en qualité, sécurité, environnement. Et en fait, j'ai eu le déclic en faisant une mission de volontariat pour la sauvegarde des tortues marines au Cap-Vert en 2019. Et en fait, de là, je me suis rendu compte que j'avais besoin de sens en fait, dans ma vie professionnelle et que pour moi, c'était plus facile de me lever la nuit gratuitement pour m'occuper des tortues que d'aller travailler la journée, de me faire payer même à un salaire qui était assez important. Et de là, en fait, c'est un peu une introspection. J'ai creusé plein de choses, en fait, plein de sujets pour en arriver à l'habitat écologique autonome et aux écomatériaux. Votre maison aujourd'hui, c'est un éco-habitat ? Oui. Vous y vivez ? Tout à fait, j'y vais. Oui. Et elle est faite de quoi cette maison ? Alors cette maison, elle est en ossature bois, isolée en laine de bois et avec une isolation thermique à l'extérieur en liège. Et donc quels sont les avantages de ça ? Alors les avantages déjà, c'est au niveau de l'impact environnemental, c'est plus faible qu'une maison conventionnelle en béton ou en briques. Il y a une question aussi de performance thermique, c'est-à-dire qu'on a moins de déperdition. Il y a aussi un point important au niveau du confort d'été.
Voilà, ça c'est l'usage des écomatériaux et c'est surtout la conception globale en fait du bioclimatisme, l'intégration paysagère. C'est pas juste les parois et les matériaux, c'est vraiment l'analyse globale en fait dans toute la conception. Voilà. Et une maison comme ça coûte plus cher ou moins cher qu'une maison normale ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher, mais aujourd'hui, avec l'augmentation du prix de l'énergie, en fait, la rentabilité, elle est pertinente, en fait, et surtout, il y a un point qui pour moi est non négligeable, c'est le confort à l'intérieur. En fait, on a une sensation de quand c'est chauffé par le soleil et qu'on est dedans, il y a vraiment, c'est un confort incomparable. Moi, j'ai vécu dans d'autres maisons conventionnelles en béton, des maisons même anciennes en pierre et tout ça. Et là, vraiment, la sensation, c'est incomparable. Et en termes de confort à l'intérieur, voilà, c'est... Une moitié de la maison dans laquelle vous habitez. Oui. Et puis il y a une autre moitié qui est dédiée à la formation et à la sensibilisation sur l'écohabitat. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, tout à fait. Donc la maison, donc elle fait 70 mètres carrés. J'ai une partie donc de mon côté où j'ai mon espace de vie, ma chambre, tout ça, comme une maison classique, hein, voilà, pour y vivre par rapport à mes besoins et que j'avais envie de faire. Et de l'autre côté, en fait, j'ai ma partie bureau qui en fait est polyvalente, c'est-à-dire que j'ai mon petit bureau et une chambre en fait qui sont accolées. C'est-à-dire que quand je reçois du monde, du coup le canapé qui me sert pour la déco en fait de mon bureau, du coup il redevient une chambre pour recevoir mes amis, ma famille et tout ça. Et le reste du temps c'est mon bureau et du coup je peux l'aménager pour faire des consultations sur les projets des personnes en rénovation, en construction, ce que j'appelle du coaching en fait, de l'analyse de besoins et répondre à leurs questions en fait sur toutes les solutions qui sont possibles de faire. Et du coup la formation en petits groupes, 4 personnes maximum, voilà. Quelle est la demande pour ce genre d'habitat ? Est-ce que ça devient de plus en plus populaire ? Oui, ça devient de plus en plus populaire. Après, on est sur une tendance, ça devient à la mode, c'est l'écologie en général. Donc oui, ça devient populaire. Après, il y a beaucoup d'informations. Il y a tout et son contraire. Il y a énormément de solutions, de choses. Et il y a des gens aussi qui sont sur la brèche un peu de l'écologie et qui n'ont pas forcément les connaissances scientifiques et la passion surtout de tout ça. Et du coup, ça soulève en fait une problématique, c'est que les gens en fait ils se font un peu avoir par des discours du coup de greenwashing et tout ça. Donc oui, il y a de la demande. Les gens ils veulent aller vers des maisons en bois, tout ça, mais du coup il y a un manque d'informations ou alors il y a trop d'informations, ils savent pas faire en fait le tri. Quelques petits conseils peut-être ? C'est-à-dire que si moi je... prendre le temps. Prendre le temps, s'informer, se poser les bonnes questions. Voilà. Alors, quelles questions je dois me poser ? Au moins 2 questions que je dois me poser pour commencer cette démarche. Comment je veux vivre chez moi ? Et qu'est-ce qui aujourd'hui me dérange dans mon habitat et que du coup je veux changer ? Et pourquoi je veux le changer ? D'accord, très bien. Ce genre d'éco-habitat pourrait être utile pour justement des développements touristiques. Tout à fait, l'écotourisme, oui. Tout à fait. Est-ce qu'il y a de la demande pour ça aujourd'hui ? Est-ce que vous observez un besoin et une demande surtout ? Oui, il y a beaucoup de personnes, des porteurs de projets qui veulent faire des projets d'écotourisme, des tiers-lieux, même des centres de recherche, des trucs comme ça, tout couplé en fait. Donc oui, il y a de la demande. Mais là, pareil, c'est encore différent. Le projet s'aborde encore différemment qu'un éco-habitat comme une maison individuelle, une rénovation. Là, c'est vraiment un projet... des gros projets quand on est sur de l'écotourisme, puisqu'il y a une entreprise derrière et il y a tout plein de choses en fait qui sont liées à la réception des personnes en fait et à l'accueil. Et puis quand on est sur l'écotourisme, c'est souvent des choses un peu plus grosses. Enfin voilà, c'est pas du tout les mêmes problématiques à prendre en compte quand on fait de la conception sur ce genre de projet. Mais c'est pertinent. Oui, mais complètement. Aujourd'hui, il faut le secteur du tourisme. En fait, il y a des études qui ont été faites et quand on est en vacances, on fait moins attention. En fait, on est en vacances, du coup, on relâche et voilà. Et en fait, il y a beaucoup plus de consommation. On va être plus consommateur d'eau et d'énergie en fonction d'où on est. Et du coup, il y a vraiment une sensibilisation à faire là-dessus. Donc, il y a des labels, il y a des choses qui se développent, mais il y a vraiment un gros travail de fond, surtout qu'ici, en région PACA, on est une région très, très touristique. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses à faire. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous espérons que cet épisode vous a été enrichissant et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour vous accompagner dans votre démarche vers un tourisme à impact positif. Pour continuer l'aventure expérientielle, nous avons besoin de votre soutien. C'est très facile. En laissant une note positive sur notre podcast, en partageant sur votre réseau ou en faisant un don sur notre page Tipeee. Pour rester au courant de toutes nos dernières actualités, suivez-nous sur notre page expérientielle sur LinkedIn, Instagram
ou Facebook. À bientôt sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif.